Bonjour les élèves. Et donc pour vendredi, vous deviez terminer le cours jusqu'au document 27. C'est-à-dire qu'on allait rentrer dans la dernière partie du chapitre en abordant la question de la compétitivité prix et hors prix qui était juste mentionnée à cette page-là. Donc je vais revenir en arrière pour reprendre différents points qui auraient pu poser éventuellement problème. Donc on s'était arrêté sur la question du commerce international et les avantages du libre-échange. On avait vu un certain nombre d'avantages de libre-échange que je reprends ici dans le document qui va suivre. Donc ces avantages, si on les sépare entre les avantages du consommateur, du producteur et des travailleurs, on verrait, donc, comme le montre le document, que pour les consommateurs, l'accès à un marché plus vaste permet l'importation de produits moins coûteux et donc d'accéder à une forme de baisse des prix et à une hausse du pouvoir d'achat. Cette hausse du pouvoir d'achat pourrait correspondre du coup, parallèlement, si personne n'épargne pas, à une hausse de la demande. Donc c'est sa première chose, baisse des prix, hausse du pouvoir d'achat. Deuxième chose, une hausse de la qualité. En effet, les entreprises se faisant concurrence les unes les autres, elles sont incitées à innover et donc à produire des produits de meilleure qualité. D'autre part, une hausse de la variété de l'offre, une diversification des produits. Donc ça peut être une diversification, elle peut être dans deux sens. Soit verticale, c'est-à-dire avec des produits donc, de gamme différentes, donc de, de basse qualité, moyenne qualité, très haute qualité, ou une diversification horizontale avec des produits juste qui sont différenciés, donc avec des effets de marque, des effets de design. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose pour les producteurs, c'est donc une extension des marchés. En effet, ils peuvent désormais avoir accès à des consommateurs partout dans le monde et donc des débouchés supplémentaires. On avait parlé d'économie d'échelle. Une baisse des coûts d'approvisionnement également, puisque désormais ils peuvent s'approvisionner peut-être à des concurrents qui sont moins coûteux que ceux où ils avaient l'habitude de s'approvisionner. Sachant que les coûts de transport, on avait vu que les coûts de transport et les coûts de communication avaient fortement baissé. Et donc ils peuvent ainsi bénéficier de cette baisse des coûts d'approvisionnement. Enfin, cette spécialisation va entraîner des gains de productivité. Et donc on a bien ici le lien entre gain de productivité et croissance, gain de productivité, hausse des profits, hausse d'investissement, hausse de la production et donc croissance. Avec la question des transferts de technologies, c'est en particulier ce qui a été reproché à la Chine durant très longtemps, d'accéder à des technologies étrangères. Et enfin, cette pression à la concurrence qu'on a déjà évoquée incite les entreprises à innover. Pour les travailleurs, eh bien, il y a l'idée d'une création d'emplois dans les secteurs qui sont non exposés à cette concurrence internationale. Donc on voit qu'il y a des gains du commerce international à la fois pour les producteurs, pour les consommateurs et dans une moindre mesure pour les travailleurs. On voit dans ce prochain document les limites du commerce international pour ces différents acteurs. Donc les limites du commerce international, donc pour les producteurs, donc ça va donc pour les entreprises d'une part, c'est donc une pression concurrentielle plus intense euh, qui peut faire disparaître tout simplement certaines entreprises qui face à cette pression concurrentielle peuvent ne pas la supporter ou être dans une échelle de valeur qui soit dommageable pour eux, des produits qui ne soient pas de suffisamment haute qualité, qui soient concurrencés par des producteurs de basse qualité qui soient beaucoup plus agressifs que sur les prix par exemple, et une dépendance à l'égard du commerce international. Pour les travailleurs, il y a un risque de chômage. En effet, pour les travailleurs qui travaillent dans des secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, et il y a une pression à la baisse sur les salaires. En effet, pour l'État, il y a des coûts de reconversion dans les entreprises qui ont été donc en concurrence, euh, qui sont en concurrence et qui ne peuvent plus supporter cette concurrence ou qui disparaissent du fait de cette concurrence internationale. Eh bien, les coûts de reconversion, c'est le coût de transformation de certaines villes, voire même de certaines régions, du fait de ce commerce international. Donc quand je parle de coûts de reconversion, on peut penser par exemple au nord de la France, des villes comme Roubaix qui étaient entièrement
dédié au textile jusqu'à la fin des années 50 et où le textile a complètement disparu. Et donc des coûts de reconversion, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces territoires-là dans ce cadre-là. On peut voir là dans ce document de la directe qui émane de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais, l'évolution de l'emploi dans le bassin Tourcoing-Roubaix, donc qui est aujourd'hui, donc qui se trouve dans la banlieue de Lille. Bassin qui comprenait 165 000, 170 000 personnes au début des années 70-75 et qui a perdu 40 000 emplois, principalement dans l'industrie du textile. On aurait pu prendre d'autres exemples dans la mine, à la fois dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Lorraine, pour illustrer la question de ces transformations de bassins d'emploi qui sont touchés par la désindustrialisation en raison en grande partie du commerce international et de la concurrence à bas coût de certains producteurs de certains pays. Il y a une pression à la baisse sur à la fiscalité et une dépendance à l'égard du commerce international. Enfin, des risques liés à l'achat de biens et services mondialisés. Donc c'est la question du service après-vente, la question de la qualité de la production, la conformité aux normes. Est-ce que c'est conforme aux normes européennes, par exemple, si on achète des produits qui viennent de Chine ou de Thaïlande? Dans le cadre de cette partie, il s'agit tout d'abord de définir ce qu'est le protectionnisme. Le protectionnisme correspond à toutes les mesures prises pour protéger la production d'un pays contre la concurrence exercée par des entreprises étrangères. Basiquement, il y a deux formes de protectionnisme, des mesures qui agissent sur les prix et des mesures qui agissent sur les quantités, comme nous montre le document suivant. Donc, sur les mesures qui agissent sur les prix, on a trois choses. Les droits de douane sur les produits importés, donc, qui renchérissent ces produits importés. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les taxes mises en place par les États-Unis sur l'acier, en particulier européen. Des mesures qui visent à subventionner les producteurs locaux. Donc là, c'est à l'inverse, la production nationale qui est subventionnée. C'est par exemple la PAC, la politique agricole commune, subventionne la production agricole européenne. Et enfin, la réduction du taux de change. Donc c'est de jouer sur le taux de change afin de gagner en compétitivité prix, de rendre nos produits plus attractifs sur les marchés étrangers et les produits étrangers, de renchérir le prix des produits étrangers lorsqu'ils arrivent sur le sol national. Parallèlement à ces mesures qui agissent sur les prix, il y a aussi des mesures qui agissent sur les quantités. Donc ça peut être mise en place de quotas, par exemple autoriser une certaine quantité de masques, une certaine quantité de voitures, etc., etc., venant d'un pays. Des règles de contenu local. Il faut produire une partie de la production sur place pour bénéficier de ces droits de douane réduits. Et enfin, des normes sanitaires ou techniques donc, qui sont élaborées par les producteurs locaux qui peuvent servir finalement à les favoriser en interdisant certains produits, certains colorants, certaines substances qui seraient produits par des producteurs étrangers mais qui ne sont pas produits par les producteurs nationaux. Généralement, les producteurs nationaux contribuent, participent à la rédaction justement des normes en la matière. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'était le protectionnisme, il faut voir un peu quels sont les arguments en faveur de celui-ci. Donc, c'est ce qu'on voyait dans le document 19 et le document 20. Alors, le document 19, il est issu d'un texte, donc un que sais-je, de Pascal Salin, qui est un chantre du libre-échange. Donc, c'est un petit peu ironique de voir, d'aborder les avantages du protectionnisme à travers ces lunettes-là. Euh, donc les avantages du protectionnisme, il y en a plusieurs qu'on peut scinder dans deux catégories qui seraient l'amélioration de la production nationale et la réduction des déséquilibres économiques. Donc comme avantage, il y a la protection des industries naissantes, ce que Friedrich List parlait de protectionnisme éducateur. Donc les entreprises naissantes qui ne sont pas encore à même de pouvoir faire face à la concurrence internationale, eh bien, doivent pouvoir être dans un premier temps protégées. L'idée n'étant pas là de les protéger ad vitam aeternam, mais plutôt de les protéger durant un certain temps, et lorsqu'elles seront en taille suffisamment importante, critique pour pouvoir affronter la concurrence internationale, de laisser le libre jeu de la concurrence agir de cette manière-là. C'est ce qu'on a pu observer par exemple avec l'entreprise Samsung en Corée du Sud,
la Corée du Sud qui a protégé durant des années Samsung de la concurrence internationale, et lorsque Samsung est devenu un mastodonte en la matière, eh bien, la Corée du Sud a laissé le libre jeu de la concurrence agir, et Samsung se confrontait à ce libre jeu de la concurrence. L'idée étant dans ces industries naissantes que si jamais on ne les protège pas à minima au départ, elles risquent tout simplement de directement disparaître face à des concurrents qui sont beaucoup trop importants, beaucoup trop féroces face à eux. Donc on a aussi l'inverse, la protection des industries vieillissantes. Donc là c'est différent, là c'est afin de permettre une transition en douceur. Certaines industries vieillissantes qui pourraient disparaître quasiment du jour au lendemain face à la concurrence internationale, si elles sont accompagnées, permettraient des transitions davantage en douceur. Donc c'est pas le fait de dire qu'il faut maintenir sous tutelle ces secteurs ad vitam aeternam, mais c'est plutôt de dire que ces secteurs vont sûrement disparaître, mais permettre à ce que la disparition se fasse en douceur afin de protéger les territoires, les emplois, les personnes. On a également deux autres choses. La protection des industries stratégiques, donc en particulier ça peut être par exemple les industries qui sont liées à l'armement. Les États-Unis, par exemple, protègent ces industries stratégiques par exemple, en faisant en sorte que les seules armes qui puissent être utilisées soient des armes qui soient produites ou quasiment intégralement produites sur le sol américain. Donc c'est des industries stratégiques. Ça peut être aussi par exemple sur la question des hydrocarbures ou sur la question des matières premières, le contrôle des matières premières ou de l'approvisionnement dans certaines matières premières, c'est de garder de protéger ces industries en raison de leur caractère stratégique. Enfin, il y a l'idée de la protection contre la concurrence déloyale. Et donc, si jamais certains pays jugent que certains concurrents eh bien, en raison de règles particulières, d'une aide qui leur soit fournie justement par leur État, eh bien, concurrence déloyalement ces industries-là, eh bien, par mesure de rétorsion, de pouvoir les protéger également. D'un autre côté, on a également donc plusieurs choses. Sur la réduction des déséquilibres économiques, c'est la question de la défense de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Cela a un intérêt, c'est de défendre l'emploi et de lutter contre le chômage, en particulier dû à la concurrence des pays à bas salaire. Que protéger ces entreprises, ça permet également d'accroître les recettes fiscales et donc de rééquilibrer le budget. Ça permet de protéger l'environnement d'une certaine manière puisque ça favorise la production nationale et donc ça favorise justement le fait d'acheter au plus proche et non pas d'acheter à l'autre bout de la planète, donc en termes de transport aérien, de pollution, voire même les conditions dans lesquelles ces produits vont être produits, eh bien, qui peuvent utiliser peut-être des colorants qui seront peut-être reversés dans les eaux du Gange, si on parle de textile par exemple. Euh, donc ça va jouer positivement sur la protection contre l'environnement. Sur la question de l'équilibre de la balance des paiements, je reviendrai dessus dans les réponses que je vous proposerai lors de notre prochain live. Voilà. Dernière chose. Et donc là, on voit à la fois les aspects négatifs et positifs du protectionnisme. Dans les effets positifs du protectionnisme, il y a tout d'abord la hausse de la demande intérieure. En effet, comme les produits extérieurs sont renchéris en raison des tarifs douaniers par exemple, et donc c'est le principe même du protectionnisme, c'est de protéger la production nationale. Donc du coup, eh bien, les consommateurs vont se détourner de ces produits importés pour se recentrer sur la production nationale, et donc ça va mécaniquement entraîner une hausse de la demande intérieure. Deuxième point, ça stimule donc normalement la production nationale. Donc du coup, les producteurs nationaux sont incités à produire. Si on parle des industries naissantes, eh bien justement ils sont incités à consommer ces produits de ces industries naissantes, ou si les industries vieillissantes sont en train de décliner, de continuer encore dans cette phase de transition, voire les industries stratégiques, comme on l'avait vu précédemment. Donc c'est bien ici cette production nationale qui est stimulée, qui est privilégiée.
Enfin, donc ça va entraîner une hausse des revenus salariés. On a vu que le libre-échange incitait les entreprises à être de plus en plus, donc comme elles sont en concurrence les unes avec les autres, une concurrence parfois féroce, il y a une pression à la baisse sur les salaires pour gagner en compétitivité. Et donc, en l'absence du coup de ce libre-échange, les mesures protectionnistes du coup vont favoriser les revenus salariés qui pourront donc de ce fait être plus élevés puisque moins contraints justement par cette concurrence des producteurs étrangers. Ça, c'était les aspects positifs. Donc il y a aussi des aspects négatifs, c'est ce qu'on peut voir dans le tableau de synthèse. D'abord, les mesures de rétorsion. Il est évident que si des pays prennent des mesures protectionnistes vis-à-vis de tel ou tel secteur, par exemple le secteur automobile, il y a de fortes chances pour que les pays concurrents fassent de même, et donc que des mesures protectionnistes entraînent d'autres mesures protectionnistes. D'autre part, les mesures protectionnistes, en effet si elles sont tarifaires, vont entraîner une augmentation du prix des produits importés. Un certain nombre de ces produits importés sont incompressibles parce que tout simplement ils ne sont pas produits sur le sol national et donc sont renchéris du fait de ces mesures protectionnistes. Ainsi, par exemple, si on prend en France, la France ne produit pas d'hydrocarbures, donc c'est-à-dire qu'elle est dépendante des hydrocarbures qui seront importés. Si jamais on taxe ces hydrocarbures, eh bien c'est directement les consommateurs nationaux qui sont pénalisés. C'est la question de l'élasticité prix de la demande. Donc je rappelle ce qu'est l'élasticité prix de la demande. C'est le rapport entre la variation de la consommation et la variation du prix. Lorsque le prix d'un article augmente, que va-t-il en être de sa consommation ? Il est évident, basiquement, il y a l'idée que si le prix d'un article augmente, la demande de celui-ci, sa consommation, va diminuer. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'élasticité prix de la demande, elle est négative. Mais l'élasticité prix de la demande, elle peut être faible, voire inélastique, dans le cas où les consommateurs nationaux ne peuvent pas réellement se passer de ces biens, en particulier de ces biens qui sont importés. Dans la situation ici qui nous est donnée, si jamais c'est des biens dont on peut difficilement se passer, l'élasticité prix de la demande va être faible, voire extrêmement faible. Donc ça veut dire que le coût supplémentaire de ces importations va être directement répercuté sur les consommateurs qui les paieront donc à un prix beaucoup plus cher. Dernière chose, il y a la question de l'accès à l'épargne mondiale. Une partie donc, des investissements sur le sol national sont faits par les investisseurs nationaux, mais peuvent être tout à fait faits également par des investisseurs extranationaux. Et donc c'est cet accès à l'épargne mondiale qui risque d'être pénalisé dans le cas de mesures protectionnistes. Enfin, dernière chose, les mesures protectionnistes viseraient à favoriser des producteurs locaux moins efficaces et moins adaptés au marché. Finalement, c'est le consommateur qui serait pénalisé dans ce cas-là, puisqu'il y aurait moindre incitation à innover, une moindre incitation à faire des produits qui seraient plus attrayants pour les consommateurs du fait de ces mesures protectionnistes.